je vais me présenter rapidement. Je m'appelle donc Franck Waterloo, je suis originaire de Paris. J'habite depuis quelques mois à Annecy et j'ai un petit peu plus de 25 ans d'expérience dans les marques haut de gamme. Je pense que ma spécialisation, mon expertise, elle est autour des marques. Alors, plutôt autour du commercial, du marketing et du retail, on va en parler, mais entre les marques mode, textile, jusqu'à luxe, pour citer RS. Et puis le sport avec Oakley et dernièrement Burton, j'ai une expertise de gestion de marque haut de gamme dans une distribution sélective autour donc des problématiques commerciales et marketing. Et quand on en a parlé avec donc les équipes du Cercle Daring, on a pensé à cette idée de l'impact de la transformation d'un modèle wholesale en digital et en retail, effectivement complètement à l'ordre du jour. Et je vous propose de l'illustrer au travers de ma dernière expérience donc chez Burton Snowboard, depuis l'Autriche à Innsbruck où j'étais basé ces 5 dernières années. Donc, en 3/4 d'heure, ce sera relativement général. On ne va pas rentrer dans le détail technique de chacune des étapes de la transformation, mais vous donner une idée à mon poste de direction générale, comment les choses se sont organisées, pourquoi elles se sont organisées et effectivement les impacts à éventuellement prévoir, anticiper dans une situation comme celle-ci. Donc, cette présentation autour de 4 étapes. D'abord, le contexte de la marque dans laquelle je travaillais et l'environnement commercial et marketing justement qui a provoqué cette transformation. La transformation en elle-même, les impacts de cette transformation et puis un retour d'expérience sur les résultats et ce qu'on a pu apprendre, ce que moi j'ai pu apprendre et ce que j'aurais peut-être fait différemment si j'avais à le refaire, si j'ai à le refaire. D'abord, je ne sais pas combien et comment vous connaissez Burton Snowboard. Mais pour encore une fois rendre la présentation un peu ludique, un peu concrète et l'illustrer, je vous propose de vous présenter Burton. Et voici donc Jake et Donna Burton. Jake Burton a fondé Burton dans les années 70. En 1977, il est considéré dans le mode de la glisse, dans le monde de la neige et en particulier du snowboard comme un dieu, comme un gourou. C'est quelqu'un qui, toute chose égale par ailleurs, est comparable à un Steve Jobs dans l'informatique et dans le design, de par l'impact qu'il a eu sur la pratique. Je vous parle aussi de Donna, sa femme, parce que, comme vous le savez, derrière toute réussite professionnelle et masculine, en général, il y a une femme. Et en l'occurrence, dans le cas de Burton, c'est Donna Carpenter, sa femme qui, outre l'anecdote, a été, pendant ma période, en charge de la division Europe, mon rapport direct, la CEO de l'entreprise à qui je rapportais directement. Donc, 2 personnes très importantes de par leur impact, de par leur personnalité, et je vais vous expliquer un peu pourquoi dans les prochaines slides. Jake Burton est malheureusement décédé en novembre dernier. Il était malade et, comme on dit pudiquement, il est mort de la suite d'une longue maladie. Mais ça faisait plusieurs années qu'il n'était déjà plus en fonction opérationnelle et c'était donc sa femme Donna qui s'occupait avec l'équipe dirigeante de tout l'opérationnel et des décisions stratégiques. Burton Snowboard, c'est en 20 ans la création pratiquement de rien d'une nouvelle pratique sportive. En moins d'une génération, on est passé d'un sport qui n'existait pas à une pratique olympique qui est devenue relativement grand public. Et c'est surtout un sport qui a complètement modernisé et chamboulé les sports d'hiver, le ski et toute l'activité outdoor. Donc avec un impact très fort en termes de pratique, en termes de business. Pour vous illustrer avec cette photo, un des personnages le plus iconiques de cette pratique et de ce nouveau sport qui s'est développé dans les 20-30 dernières années, c'est Shaun White, que tout le monde ne connaît pas en France, mais encore une fois, dans le monde du snowboard, c'est quelqu'un en termes de réputation, en termes d'impact, aussi important qu'un Kelly Slater dans le surf et qu'un Kelly Slater pour une marque comme Quicksilver, ou toute chose égale par ailleurs, un Michael Jordan dans le basket ou un Michael Jordan pour Nike. Donc, ce sont des gens qui ont remué les foules, comme on dit, qui ont inspiré beaucoup de monde et donc inspiré beaucoup de consommateurs. Le snowboard en Europe, c'est à peu près 10% de part de marché des pratiques de sport d'hiver. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus important, c'est entre 25 et 30% selon les années. Mais c'est malgré tout, et même si aux États-Unis, c'est un petit peu plus dominant, un marché de niche. Un marché de niche sur lequel Burton est archi-leader. Il y a vraiment Burton et les autres. Quand je vous dis archi-leader, on n'a malheureusement pas de données précises chiffrées pays par pays, mais on estime que Burton est entre 40 et 60% de part de marché. Les autres se partagent en les miettes. Ce qui est important, c'est que Burton est la seule marque
qui propose des produits faits et par des snowboarders et pour les snowboarders de la tête aux pieds, depuis les chaussettes jusqu'au bonnet, en passant par les vestes évidemment, les protections et le matériel, les planches, les fixations, les chaussures. Burton est resté une entreprise familiale, une PME, une grosse PME, mais malgré tout une entreprise familiale, confortablement rentable, mais sans être adossé ni à des banques, ni à des banquiers, ni à des investisseurs, ni à des fonds d'investissement, totalement autonome et indépendante financièrement. Ça a son importance quand on parlera des investissements nécessaires pour passer en mode retail et digital. Je vous présente le siège, enfin il a changé depuis, il y a eu des travaux, c'est modernisé, mais c'est le bureau et le siège Europe à Innsbruck où j'ai travaillé pendant 5 ans. Donc comme je vous le disais, c'est une entreprise familiale, PME, qui a toujours été très fidèle envers ses employés, fidèle envers ses partenaires, fidèle envers ses agents, fidèle envers ses clients, qui s'est construit sur la base du wholesale. À la fin des années 70, début des années 80, le modèle dominant et quasiment unique sur ce secteur d'activité, c'était le wholesale. Donc une grande fidélité sur ce réseau wholesale. Et c'est la raison en fait que j'insiste un petit peu sur la personnalité de Jake et Donna Burton, parce que ça a été un petit peu les pères et les parents et les parrains de cette aventure, avec cette très grande fidélité aux équipes et aux partenaires et aux intermédiaires qui ont fait le succès de Burton dans un cadre wholesale les 15, 20, 30 premières années de la vie de l'entreprise. Burton, en 2015, quand je rejoins le groupe, et avant cette transformation digitale et retail, c'est à peu près 350 millions de dollars de chiffre d'affaires, et en Europe, un peu moins de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec un réseau retail qui fait moins de 5%. C'est 95% et plus en wholesale. Le réseau retail étant fait d'un magasin de déstockage dans un outlet center en Autriche, le magasin d'usine adossé à ce bâtiment que vous voyez là, et le site internet qui était lancé, qui venait d'être lancé et qui était le miroir et la copie conforme du site américain. Il n'y avait aucune européanisation des activités digitales, c'était juste le site américain qui vendait en Europe. Donc pendant 40 ans, et jusqu'au moment où j'arrive en 2015, le succès de la marque s'est donc fait sur un modèle wholesale. Ça veut dire que les décisionnaires de la marque, des produits, du marketing, c'était les agents. Quand on avait une question stratégique, on allait voir les agents. Quand on avait une question sur un produit, on allait voir les retailers. Et c'était vraiment eux qui décidaient et qui drivaient en interne et en externe l'essentiel de la direction de la marque, parce que c'était sur eux que reposait l'activité tout simplement. Donc, quelles sont les raisons qui ont poussé Burton, sur la base de ce modèle qui avait fait ses preuves, qui fonctionnait depuis plusieurs décennies, à passer au retail, à passer d'un modèle wholesale physique à un modèle digital retail? Bien entendu, et comme c'est souvent le cas, c'est la baisse du chiffre d'affaires qui a sonné le réveil des troupes. Retournement de tendance, retournement de chiffres. Le snowboard qui a été très très à la mode et qui a eu une croissance organique pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, s'est essoufflé. Donc il y a eu un retournement de tendance en termes de commerce et il y a eu un retournement de tendance en termes de pratique. On est passé de beaucoup de pratiques action sport, sport extrême, vers des pratiques beaucoup plus outdoor, beaucoup plus performance. Si vous voulez, on est passé du snowboard au ski de randonnée. Il y a de ça une dizaine d'années. Donc, renversement de tendance consommateur, renversement de tendance pratique qui a impacté les performances économiques de l'entreprise. La deuxième raison, c'est une prise de conscience finalement que le poids et l'influence du wholesale au travers des agents, des commerciaux et des revendeurs étaient devenus trop importantes et biaisait la perception qu'on avait du marché, biaisait la perception qu'on avait des attentes des consommateurs, des attentes du marché, alors que des nouveaux concurrents émergeaient, de nouveaux réseaux de distribution émergeaient. Donc, renouvellement des équipes dirigeantes, dont humblement j'ai fait partie, mais aussi aux États-Unis, et des gens qui sont arrivés avec une vision un peu plus extérieure en disant attention, on n'est pas du tout à l'écoute du consommateur, on n'est pas du tout à l'écoute du marché, il faut changer quelque chose. Le troisième élément, et certainement le plus important et le plus violent, ça a été la transformation évidemment du paysage de la distribution, paysage du wholesale, avec une hyper-concentration très violente et très rapide et une modification des acteurs. L'émergence du commerce digital, évidemment, j'illustre ici avec Zalando, on peut évidemment parler d'Amazon, c'est vrai avec ses mastodontes globaux,
européens ou globaux. C'est aussi vrai dans le cadre du marché du sport avec l'arrivée et le développement de plein de petits sites, d'abord petits puis qui sont devenus grands, qui ont pris des parts de marché sur le digital à des magasins physiques qui étaient en perte de vitesse. Le deuxième élément, c'est l'accélération, le déploiement et l'accélération de chaînes de magasins qui facilitent l'accès direct aux produits. Alors, j'illustre ici avec Decathlon, qui est évidemment en France le modèle le plus connu, mais qui n'est pas le seul en Europe. En Scandinavie, vous avez une chaîne comme XXL qui a à peu près le même genre de service. En Angleterre, une chaîne comme JD Sport. Donc, concentration de la distribution au détriment de points de vente détaillants, multimarques, indépendants, vers des mastodontes, des grandes chaînes qui, en l'occurrence, vendent beaucoup de ce qu'on appelle du private label, des marques propres, au détriment des marques. Et enfin, la troisième raison et la troisième cause de l'accélération de la concentration de la distribution, c'est l'émergence de réseaux en direct, de réseaux en propre. J'illustre ici avec les magasins de North Face, mais c'est vrai aussi avec les deux leaders que sont Adidas et Nike. C'est vrai pour les magasins Vans, c'est vrai pour Quicksilver et beaucoup d'autres qui se sont mis à ouvrir leurs propres magasins et qui a donné beaucoup moins d'opportunités aux marques d'avoir des réseaux de distribution suffisamment dynamiques. Donc voilà les raisons, si vous voulez, comme je l'ai dit, qui ont sonné le réveil des troupes. J'illustre ici dans le cas de Burton, dans un cas très particulier, comme je vous l'ai dit, sur un marché de niche qui est celui du snowboard, mais j'ai pris le temps de décrire tout ça parce que, à ma connaissance et par rapport aux autres expériences que j'ai pu avoir dans le monde de la mode, notamment ou du textile, la situation était la même et encore souvent la même, qu'on parle de chaussures, qu'on parle de prêt-à-porter, qu'on parle d'accessoires, qu'on parle de sport. Ce qui est valable ici, dans le cadre du snowboard, a été souvent valable et les mêmes causes provoquant les mêmes effets sur tout le marché des biens de la personne et surtout autour des marques premium. Donc, il a fallu transformer le modèle pour trouver de nouveaux relais de croissance, tout en sécurisant, voire en améliorant la rentabilité, et enfin et surtout, regagner de l'image, regagner de la présence, regagner de l'impact auprès du consommateur qui se détournait des réseaux classiques dans lesquels la marque était. Quelles ont été les décisions retenues justement pour initier cette transformation? La première, ça a été une sorte de cri de ralliement, une sorte de décision stratégique qu'on a résumée autour de Lead with Direct. Lead with Direct, que l'on pourrait traduire par toutes les décisions, tous les investissements, tous les mouvements de la marque doivent être maintenant faits en faveur du réseau retail, du réseau direct, quelle que soit la région, quel que soit le département et quel que soit le niveau d'investissement. Ça a été un cri de ralliement qui a été discuté, travaillé, designé en interne avec l'équipe dirigeante et les responsables régionaux dont je faisais partie, et qui a été après décliné, expliqué, communiqué auprès de toutes les équipes dans le monde entier au travers de documents, de présentations, de vidéos, de réunions commerciales et ainsi de suite. Donc, à grande échelle, il a fallu expliquer et embarquer tout le monde derrière cette décision stratégique qui était le Lead with Direct. Et on parle de 2015, fin 2014, courant 2015, donc il y a 5 ans de ça. La première décision pour ce qui concerne l'Europe et les choses que j'ai personnellement et plus directement mis en place dans le cadre de ce Lead with Direct, ça a été de mettre en place un site internet, un site marchand en bonne et due forme et digne de ce nom. Il y avait, comme je vous l'ai dit, un site internet existant qui était celui des US, qui était reproduit en Europe. Mais on a commencé par bâtir une équipe avec un e-commerce manager qui n'existait pas, des merchandisers digitaux qui n'existaient pas, des gens qui travaillaient avec les gens du développement aux États-Unis pour customiser la plateforme qui n'existait pas non plus. Il a fallu traduire, d'abord en allemand et en français, et puis plus dernièrement en italien et en suédois. Il a fallu, sur certains marchés, localiser la monnaie en Suède, en Norvège, en Suisse, pour apporter un service plus proche des consommateurs européens. Il a fallu customiser aussi les modes de paiement. Certains payent plutôt par carte bleue, c'est le cas des Français. Certains payent plus par outil type PayPal, c'est le cas des Anglais, c'est le cas des Germains. Donc là aussi, customisation, compréhension, investissement pour s'adapter aux besoins des consommateurs en Europe et faire du site internet Burton un vrai outil qui permet de supporter une croissance digne de ce nom. Le deuxième élément de transformation en Europe, supportant évidemment le site internet, ça a été la mise en place d'une vraie équipe
de marketing digital qui, encore une fois, n'existait pas ou pratiquement pas, tout à fait embryonnaire, avec là encore recrutement d'un manager, des gens qui viennent de l'extérieur, avec de l'expérience, avec de l'expertise, qui ont travaillé. En l'occurrence, on a fait venir quelqu'un qui venait de chez Amazon, qui avait travaillé à Munich chez Amazon, pour bâtir son équipe digitale et mettre en place toute la stratégie et toutes les tactiques nécessaires, aussi bien pour le B2C, donc faire venir des consommateurs et créer du trafic sur notre propre site et le faire en sorte qu'ils convertissent le mieux possible, mais aussi pour le B2B, dans le cadre de l'émergence des sites Internet wholesale. On a parlé d'Amazon, on a parlé de Zalando et de tous les autres, pour avoir des outils en accord avec les attentes de ces sites-là, de manière à respecter les campagnes marketing, respecter la création de trafic et être complètement aligné entre le site Burton et les intervenants wholesale. Donc, un vrai département digital marketing qui implique évidemment en interne énormément de modifications et de transformations. On va y revenir. Le troisième élément de la fusée en Europe, pour ce qui est de cette transformation retail, c'est y compris et malgré tout l'ouverture de magasins en propre. Des magasins qu'on a ouverts dans les principales villes Burton, c'est-à-dire des villes pas trop éloignées des Alpes et pas trop éloignées des lieux de pratique. En l'occurrence, Innsbruck, on a ouvert un vrai magasin en centre-ville et non pas seulement un magasin d'usine, Munich, Zurich et Stockholm. Mais ces magasins, ce n'était pas seulement un magasin, c'était aussi ce qu'on a appelé la hub, c'est-à-dire un centre d'expérience, un centre de marque dans lequel étaient réunis le showroom, les équipes retail, les équipes wholesale, des lieux d'événements, de manière à exprimer toute la philosophie de la marque, toute l'ambiance de la marque et avoir un relais physique et un peu plus émotionnel pour faire passer tout ce que la marque avait à raconter au-delà de juste une expérience digitale sur un site internet. Donc ces hubs sont devenus les drapeaux, les fers de lance de la marque sur les zones clés en complément du dispositif retail et pour accompagner le développement digital. En plus de l'ouverture de ces magasins en propre qu'on a ouvert nous-mêmes, on a maillé autant que possible, et ça doit continuer à se faire, dans les stations de ski pour avoir ce même relais physique, ce même relais émotionnel dans les principales stations de ski au gré des opportunités. Dans les stations, ça se faisait moins, voire pas du tout en direct, mais plutôt avec des partenaires locaux qui ont déjà des emplacements et qui sont souvent intouchables et inabordables pour des marques. Pour un petit peu plus dans le détail, vous parlez des impacts de ces transformations et les conséquences que ça a provoquées. Transformations qui ont été donc engagées de manière assez rapide, assez violente, en moins de 5 ans. Selon moi, il y a eu 2 grands groupes d'impact. Il y a eu un impact sur les hommes, sur les équipes, et un impact évidemment sur la gestion d'un point de vue plus financier et budgétaire. Sur les équipes, l'impact il a été essentiellement dans le cadre de transferts. Et c'est valable aussi d'un point de vue budgétaire. Comme je vous l'ai dit, la marque est indépendante, la marque est familiale, elle n'est pas adossée à des supports financiers suffisamment importants qui auraient permis d'accélérer ces investissements-là. Il a fallu travailler en 1 pour 1, à dimension constante, c'est-à-dire trouver les ressources nécessaires là où elles étaient et les transférer dans le cadre de cette transformation digitale et retail. Donc, développement de l'équipe digital marketing, comme je vous l'ai dit, ça a été des transferts de budget marketing pour créer une équipe, quand je suis parti il y a 6 mois, de 6 personnes. Création d'une équipe retail pour accompagner l'ouverture des magasins, l'assortiment, le retail marketing, la supply chain, toute la logistique. De la même manière, de zéro, on a créé une équipe de 7 personnes en transférant des équipes. Le service après-vente, où là aussi, il a fallu transférer des hommes et des équipes d'un service après-vente, d'un customer service qui était plutôt à l'écoute et au service des revendeurs vers le consommateur final. En saison, c'est l'année dernière, l'hiver dernier, 8 personnes qui étaient passées du B2B au B2C. Donc, beaucoup de transferts en interne pour développer et organiser ces équipes, mais aussi des créations de postes qui n'existaient tout simplement pas dans des pays où on n'avait aucune équipe. Je vous ai parlé de l'ouverture des hubs, c'est des ouvertures de magasins, c'est des patrons de pays, c'est des commerciaux en direct, alors qu'avant, il y avait des agents. C'est des équipes en magasin, du marketing. Donc, c'est sur les 4 années où j'ai été en charge, une trentaine de personnes qui ont été employées et qui ont été recrutées de manière délocalisée. Donc, gros impact, là encore, sur les équipes et sur les RH. En contrepartie, du point de vue du wholesale,
c'est des commissions en moins pour les agents et pour les commerciaux. C'est des marchés sur lesquels on a dû racheter les cartes des agents, créant de la frustration et créant de la panique sur ceux qui sont restés. En Allemagne, on a racheté 3 agents. Les petits copains au Benelux ou en Angleterre ou même en France se disaient à qui le tour, je vais être le prochain sur la liste. Donc, phénomène de panique, phénomène de peur suite à ces transformations. Donc, pour toutes ces raisons, et pour le vivre au quotidien du management et du suivi des équipes, pour moi, l'impact de la transformation tel que je vous le décris là, il est d'abord et avant tout humain. Je pense que les équipes, vraiment et sincèrement, sont la clé de la réussite d'un projet business quel qu'il soit. Et en l'occurrence, organiser de manière aussi rapide et violente une telle transformation, la grande complexité, c'est de gérer les hommes et de gérer les conséquences de cette transformation sur les équipes et sur les motivations. La transformation, ça veut dire du changement. Le changement, ça provoque de la peur, de la résistance, de la frustration et donc des doutes, de la démotivation et parfois carrément de la tension. Il faut gérer ça. Certains ont peur de perdre leur job. Souvent, les gens se sentent en fragilité parce qu'on remet en question leurs compétences, on remet en question ce qu'ils ont eu l'habitude de faire et on a besoin de nouvelles compétences et beaucoup se disent je ne suis plus au niveau, je n'ai plus ma place. Ça crée encore une fois beaucoup de fragilité dans l'organisation et la peur d'un décrochage de la part de beaucoup de membres. De la part du wholesale, la conséquence a été aussi une sorte de repli sur soi. Les gens se sont regroupés et recroquevillés avec des réactions de défiance et de défense en disant je ne sers plus à rien ou mon canal de distribution est en danger. Certains ont remis en question la décision et les décisions stratégiques et la violence d'un tel changement parce que le wholesale continuait et continue à faire jusqu'à 80% du chiffre d'affaires. Donc, pourquoi aller aussi vite et aussi loin dans la transformation quand le wholesale reste dominant? Encore une fois, ça crée beaucoup de questions. En face de ça, il y a 2 nouveaux gros départements retail et départements digitaux, qui sont un petit peu les enfants chéris de la nouvelle organisation. Donc là aussi, il faut gérer un petit peu les égos, il faut que les gens sachent communiquer convenablement et ne pas apparaître comme, encore une fois, l'enfant gâté d'une nouvelle organisation qui a tous les droits et qui a tous les passe-droits pour aller plus vite en chamboulant tous les process et toutes les organisations. Donc, encore une fois, au quotidien et de manière à garder tout le monde à flot et dans un bon niveau de performance, pour moi, la grande difficulté et le grand point de gestion, c'est l'impact sur les hommes. Comment j'ai géré ça? Comment on a géré ça en interne? Je pense que c'est avec beaucoup de communication et d'accompagnement, en étant d'abord très aligné en interne avec le top management et en étant bien clair sur pourquoi on le fait, comment on le fait et à quel rythme, en recrutant du sang neuf et que ce sang neuf soit capable de aussi en interne communiquer le bien fondé de ces changements et d'accompagner les équipes qui sont là depuis plus longtemps. D'avoir aussi en interne et dans les équipes existantes chez les plus seniors des relais, des ambassadeurs, des gens qui sont capables d'accepter ce changement, de le comprendre et de le communiquer pour rassurer auprès du reste des équipes. C'est communiquer ce qui se passe ailleurs pour montrer qu'on n'est pas les seuls à le faire, que le mouvement il est général, le mouvement il est global. Ce n'est pas un caprice de Burton dans ce cas-là. C'est quelque chose qui est en cours dans l'économie et dans l'activité retail, que si on ne le fait pas, les autres le font. Donc là aussi, beaucoup de communication, beaucoup de réunions, de présentations, des réunions mensuelles avec les équipes, montrer les résultats et les performances des décisions qui sont prises, des investissements qui sont engagés, en toute transparence et encore une fois pour essayer de rassurer tout le monde. Le deuxième impact, il est évidemment commercial, financier, budgétaire. Comme je vous l'ai dit encore une fois, il fallait trouver l'argent là où il était, et c'est-à-dire le transférer depuis les postes de dépenses déjà existants avec un pourcentage à respecter. Ça veut dire qu'en marketing, par exemple, il a fallu basculer beaucoup d'anciennes dépenses vers ce nouveau monde en coupant des athlètes, en coupant des contrats avec des riders, au profit d'influenceurs, au profit d'ambassadeurs sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas exactement toujours le même profil et les mêmes personnes.
c'est en coupant quasiment intégralement tous les budgets médias print, imprimés, magazines, au profit là encore de supports visuels, de vidéos, d'activation sur les réseaux sociaux, en coupant des événements, des compétitions, des salons. Par exemple, le plus gros salon du sport qui s'appelle l'ISPO à Munich, on a arrêté de le faire. Donc, un retrait du wholesale pour le retail. Et d'une manière générale, sur les 2-3 dernières années de ma fonction, la ligne digital marketing, la ligne investissement paid search, SEO, SMO, était de loin celle sur laquelle on investissait le plus. Encore une fois, l'image n'était pas du tout la même si on regarderait 4-5 ans avant, avec un marketing et une expression de la marque tout à fait différente. Sur le commercial, sur les ventes, ça a été moins de commissions pour les agents, moins de commissions pour les commerciaux. Ça a été une réduction des conditions commerciales. On s'était donné comme objectif de réduire de 1% les remises, les discounts que l'on donnait à nos clients pour là encore les transférer sur du digital, parce que d'abord elles étaient trop importantes et qu'elles n'étaient plus forcément justifiées. Et puis encore une fois, parce qu'il fallait trouver des ressources là où elles étaient et que de réduire les remises et les discounts était un moyen sain de pouvoir le faire. En fermant et en nettoyant à hauteur d'à peu près 10% par an la distribution wholesale. Alors, il y avait une sorte de disparition organique de certains points de vente qui fermaient parce que juste ils déposaient le bilan, mais il y a aussi une accélération sur certains marchés, sur certaines régions, sur certains comptes qui n'étaient pas rentables, qui n'étaient pas à hauteur de l'image de la marque et sur lesquels il a fallu couper pour remplacer en améliorant l'efficacité de cette distribution-là. Donc, on parle sur la période, plusieurs millions d'euros de dépenses et d'investissements marketing qui ont été transférés, qui ont été économisés et transférés en soutien et en support de la transformation digitale et retail, avec une gestion très fine avec mon partenaire à la finance, des retours sur investissement, des KPIs financiers. Sur les eaux d'ouverture de magasins, s'assurer que les magasins pouvaient être rentables le plus vite possible, s'assurer que les investissements en digital marketing retournaient aussi bien et aussi vite que possible en termes de trafic et de conversion. Donc, la conséquence, elle est un pilotage très précis, très serré de la finance, encore une fois en particulier dans le cadre d'un transfert et non pas d'un ajout de moyens. Les résultats, pour conclure, et les performances, au travers de 4 indicateurs, d'une manière générale, la transformation était une réussite. Le direct, le direct to consumer, le retail est passé entre 2015, quand je suis arrivé, comme je vous le disais, à peine 5% à 20%. En fin d'année dernière, quand on a clôturé l'année 2019, on était à 20%. L'objectif, quand on a lancé ce projet Lead with Direct, c'était de monter à 25% sans vraiment donner de durée. L'idée, c'était du moyen terme, c'était 3 à 5 ans. Je pense qu'on est dans la plaque en étant à 20% après 4 ans. Tout ça s'est fait en maintenant le chiffre d'affaires du wholesale et ça, c'est une grande réussite. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement transféré des moyens et des budgets et développé le retail qui a été la principale source de croissance, mais on a pu maintenir, malgré la réduction du réseau, un chiffre d'affaires en wholesale à hauteur de ce qu'il était il y a 5 ans, mais de manière beaucoup, beaucoup plus rentable, avec moins de moyens, donc beaucoup plus rentable. Ça nous a permis de garder une présence, et notamment sur les comptes digitaux, les e-tailers, comme on dit, de plus en plus forte, en gardant des parts de marché sur le wholesale. Tout ça, ça a permis une forte accélération de la rentabilité. En 4 ans, on a amélioré la rentabilité de la structure Europe de 28%. On n'est pas du tout dans le même secteur, hein, mais sur des lancements ICO, avoir mis, tu vois, péniblement 7 ans pour atteindre 20% du chiffre d'affaires digital, quand les wholesale continuaient d'en faire 80. Pour te donner un ordre d'idée, on fait, enfin encore une fois, j'ai quitté en mars dernier, donc il n'y a pas de grands écarts. Burton fait 20% en retail, dont 12-13% de ces 20% sur le e-com. Le wholesale, c'est donc 80% et 35% du wholesale était fait en digital. Ok, super.
En valeur, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important parce qu'on a affaire à des machines de guerre avec des Amazon et des Zalando et à autres, et que Burton.com, enfin, les consommateurs ne vont pas spontanément chez Burton pour trouver du Burton pour l'instant. Il y a besoin de rattraper ce retard en termes de notoriété de création de trafic, mais la distribution e-tailer reste majoritaire dans le poids du chiffre digital chez Burton. Et chez la plupart des acteurs historiquement de la même taille et du même secteur d'activité, que ce soit sport ou prêt-à-porter, il me semble. Et je suppose juste que du coup, sur l'équipe que tu as mis en place, qui était une équipe de 7 personnes, tu as quand même beaucoup plus de monde. Enfin, je parle de l'équipe digitale, excuse-moi. Tu dois avoir 2/3 de ton équipe qui est sur du direct ou du management de Ouais, content c'est plutôt. ça, et ouais, c'est Ouais. ça, le management des comptes e-tailer, c'était 2 Un personnes. tiers. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ça en interne, juste en termes de perception, ça se passait comment? À quel niveau? Non, ça se passait bien parce que le wholesale était content, du coup, pour parler de l'impact humain, qui est quand même des équipes en interne qui s'occupent des comptes wholesale. Donc, il y Mm. avait du soutien technique, il y avait du soutien budgétaire, et ça permettait de créer un pont et un relais entre le wholesale vieille école et le nouveau wholesale digital avec des gens qui s'occupent dans l'équipe digital marketing de ces comptes-là. Non, c'était juste pour c'était juste que it emphasize, ça met en emphase en fait le fait que l'investissement humain que tu mets sur la partie e-commerce au vu de ce que ça rapporte est bien plus faible que celui que Bien tu sûr, investis sur la bien sûr, partie wholesale. C'était plus dans ce absolument. sens-là, tu vois. Ah bah, c'est évident, parce qu'il y a un effort de début pour lancer la machine sur le retail qui demande plus d'investissement. Et puis, le soutien qu'on avait sur nos e-tailers, il est relativement modéré parce qu'après, les revendeurs, ils font le boulot, quoi. Amazon, ils créent leur trafic, ils ont leur campagne e-com, ils ont leur campagne Facebook. Enfin, ils font eux-mêmes leur travail de retailer qu'on ne fait pas. Nous, on était juste en soutien. On ne le faisait pas à leur place. On approvisionné en contenu, en flux de marchandises. On montait quelques opérations marketing, mais le gros du travail digital était fait en interne chez eux. Donc, c'est Oui, sûr tout que à fait. le retour sur investissement est bien meilleur. Mais et si on délaisse un tout petit peu le ROI, je suppose que cette équipe digitale que tu as mis en place, au-delà de gérer les ventes du site e-commerce, elle s'occupait aussi de toute la partie content management sur les réseaux sociaux et Absolument, nouveaux canaux absolument. de communication. Donc, je suppose que tu la valorisais aussi beaucoup sous cet angle-là. D'un point de vue De, de- marketing, d'un point de vue marque, Ouais, absolument. ouais, Notre site internet et toute l'activation autour des réseaux sociaux était devenu notre premier investissement marketing pour la marque. Comme mm, je le disais, on a coupé de l'ancien marketing de marque avec des événements, avec des riders, avec des salons, pour l'investir sur le soutien du site internet, sur le site internet lui-même qui est devenu notre première vitrine et donc notre premier outil marketing, c'est évident, mm. qui bénéficie à toute la marque et de manière beaucoup plus puissante. Ok. Donc, juste pour finir rapidement, parce que je pense que, et en particulier toi Candy, ça va t'intéresser, sur les retours d'expérience de cette transformation. Et ce que j'aurais souhaité faire de manière améliorée ou plus efficacement. D'abord autour de cette notion du customer centric, du customer focus, désolé d'employer autant d'anglicismes, mais c'est vrai que l'habitude d'y travailler avec une boîte américaine aurait eu besoin d'être un petit peu plus pointu pour servir le client européen. Cette dimension marque globale où l'essentiel des événements et des impulsions marketing venaient quand même des US, et on avait du mal à avoir une vraie philosophie focus consommateur européen en distinguant le consommateur suédois du consommateur italien et du français et du belge dans nos outils de traçage marketing, de construction de contenu, de communication, d'investissement pour être vraiment customer-centric. Ça, c'est la première frustration. C'est certainement dû au fait que je faisais partie d'un environnement global avec des moyens relativement limités et qu'il fallait quand même créer des synergies et des ponts avec nos amis américains. Le deuxième point, j'aurais dû même en parler en premier, qui est absolument essentiel et qui est la recommandation numéro 1 que je ferais si je devais rentrer ou participer au conseil d'une transformation telle que celle-ci, c'est d'être au point sur l'outil
qui est pour moi la colonne vertébrale, l'outil IRP, l'outil informatique qui doit supporter tout ce déploiement. En termes de supply chain, en termes de gestion des stocks, en termes de récolte de la data et de traitement de la data, on n'était pas bon. On n'était pas bon parce qu'on avait des systèmes informatiques qui s'étaient empilés, qui s'étaient entassés au gré des développements, des ouvertures, et les choses ne communiquaient pas entre elles. Les gens du retail dans les magasins ne voyaient pas le stock de l'e-com et inversement. On n'avait pas de moyen de tracer les retours, les commentaires des gens qui étaient faits dans les magasins avec ceux qui venaient. Enfin, tout était fait à la main. Je vous passe et je pense que je vois vos têtes qui dodelinent. J'ai l'impression que tout le monde connaît ce genre de problème. Donc, ma recommandation numéro 1, c'est vraiment, et on en a parlé Candice l'autre jour, de savoir ce dont on a besoin, quels sont nos moyens, quels sont les besoins, et de mettre en place un système informatique adapté à la transformation digitale dont on a besoin. Le troisième point… Oui, mais juste une question, est-ce que c'est le choix du système informatique n'a pas été lié au fait que vous ne vouliez pas investir beaucoup? Parce que je pense qu'on a sous-estimé les barrières que ça provoquait, parce qu'il n'y avait pas forcément la connaissance en interne. Je pense qu'on s'est dit… et d'ailleurs, ça a permis d'avancer. On a quand même gagné de la croissance du chiffre et donc de la rentabilité. Mais on a certainement sous-estimé la frustration, notamment pour les équipes digital marketing et les équipes de produits, à qui on a dit arrêtez d'aller demander aux revendeurs, arrêtez d'aller demander aux agents, mais regardez ce qui se passe sur notre propre site. Et ouais, moi, on veut bien regarder, mais donnez-nous de la data, et on ne l'avait pas forcément. Donc, on a sous-estimé les points de blocage, et effectivement, on n'en avait pas forcément les moyens au départ. Oui, c'est ça, c'est un équilibre entre l'agilité et les moyens financiers. Et est-ce que vous auriez eu les moyens financiers? Est-ce que vous auriez anticipé justement ce point-là? Parce que même en ayant les moyens financiers, on peut être tenté d'aller très vite à vouloir aller au résultat, lancer l'action, alors qu'on n'a pas pris le temps d'auditer ce qu'on était capable de faire à terme. Est-ce que ça serait pas plus efficace de le faire maintenant, peut-être d'aller se diriger vers un… Voilà, c'est ça. Parce que ça permet aussi… Alors là, avec le Covid, il y a certainement beaucoup d'investissements qui ont été mis en question. Mais quand je suis parti, c'était complètement à l'ordre du jour de commencer à, sur la base du retour d'expérience et de ces frustrations-là et des points de blocage, de diagnostiquer les besoins et d'aller chercher les services et les outils. Peut-être aller chercher l'outil qui vous sera le plus efficace pour vous et pas forcément… Absolument. Après, encore une fois, je pense que c'est une sorte de crise de croissance que beaucoup de structures, beaucoup de marques ont connue. Et on apprend de tout ça parce que quand on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte. Et lié avec ce commentaire, le troisième point pour moi d'amélioration ou d'attention, si jamais je dois le refaire ou si je dois le conseiller, c'est d'avoir une vraie politique omnichannel. C'est-à-dire que là, et je vous l'ai expliqué au début, il y a eu cette impulsion de dire lead with direct. Et on a un petit peu négligé, on a un petit peu sous-estimé, et du coup, effectivement, comme je vous l'ai dit aussi d'un point de vue ressources humaines, démoralisé, pour ne pas dire démotiver le réseau wholesale. Et en plus, négliger le soutien et le support d'un réseau wholesale qui, malgré tout, a encore son mot à dire, qui permet d'aller contacter des consommateurs qui ne vont pas venir sur burton.com ou dans nos magasins, d'aller se confronter à une concurrence qu'on ne connaîtra pas et qu'on ne connaît pas quand on le fait qu'en vase clos. Donc, je pense que cette dimension omnichannel pour des marques moyen haut de gamme qui ont un système hybride, elle est absolument fondamentale. Il ne faut pas la négliger. Et comme le RP et les systèmes IT, il faut anticiper de dire, OK, si on le fait pour burton.com, qu'est-ce qu'on fait pour Snow Leader en France? Qu'est-ce qu'on fait pour Blue Tomato en Autriche? Qu'est-ce qu'on fait pour Zalando et ainsi de suite? Et qu'est-ce qu'on fait pour le petit détaillant au coin de la rue qui peut aussi avoir accès à tel ou tel type d'outils retail et non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre? Franck, ça me pose une question parce que justement, tout à l'heure, une chose que je me suis notée, c'est que tu disais on va mettre le direct, enfin, priorité au direct. Donc, effectivement, ça donne une plus grande force au retail versus le wholesale. Et en même temps, très vite, l'étape d'après, c'est le digital. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on met en place l'outil digital, le site, et encore plus quand le site est marchand et quand le site devient capable de faire de l'omnicanal, on croise entre le site et le magasin. Souvent, les équipes magasins se sentent dépossédées, n'ont pas une vision de la justesse de la répartition de la valeur entre du chiffre d'affaires qui peut être fait sur le site, donc ils ne feront pas eux-mêmes, donc ils ne vont pas viser à parler du site, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez expérimenté auprès de vos équipes retail? Absolument. On
on avait notamment la possibilité, quand il n'y avait plus de stock sur le magasin, de livrer depuis le magasin, sur le site marchand, de livrer depuis le magasin. Mais la vente, elle était facturée sur le site. Elle ne rentrait pas dans le site du magasin. Et ça a dû poser des soucis. Imagine le niveau de motivation du mec qui doit aller prendre sur son stock, donc potentiellement perdre une vente, perdre du temps à mettre dans un paquet, scotcher, le mettre à la poste. Absolument. Et ça, vous avez pu trouver un système, ne serait-ce que pour les personnes, les employés, qui permettent de dépasser ça, parce que souvent on a vu des projets se casser la gueule, parce qu'au final, c'était les internes qui ne le promouvaient pas en quelque sorte. Le petit pansement qu'on a fait pour ça, c'est qu'on avait un bonus pour le magasin à l'atteinte d'un objectif du site internet. D'accord. C'est-à-dire que de manière sonnante et trébuchante, si le site internet faisait son objectif dans le pays, le magasin avait une prime, en plus de ses primes liées au propre chiffre d'affaires. D'accord. Pas idéal, mais en termes de motivation, au moins il y avait mais c'est déjà ça. Ok. Parce que il y a effectivement des exemples comme ça. Alors, pour aller plus loin dans ta réflexion, ce sur quoi j'étais en train de travailler avant de partir, c'était un modèle de commissionnement des agents où ils pouvaient bénéficier aussi des performances du site internet. Parce que voilà aussi des gens, des agents commerciaux, qui peuvent être très, très pollutoires pour les performances du site internet, parce que ça va au détriment de leur business. Toutes les ventes qui vont sur le site internet ne vont plus chez les détaillants dont l'agent est en charge, et donc c'est des commissions en moins. Donc, on était en train de construire un modèle qui, j'espère, va aboutir, où l'agent pouvait être récompensé et rémunéré des performances du site internet pour qu'il accompagne le développement et qu'il joue le jeu. C'est des choses qu'on a… Ah, excuse-moi, Candice, vas-y. Non, vas-y, Frédéric. C'est des choses qu'on avait vues aussi, et même en poussant le bouchon beaucoup plus loin, on avait des agents, ce qui étaient des affiliés dans notre cas, qui dézinguaient devant le client le site internet en leur disant que ça n'arriverait jamais, que c'était de la mauvaise qualité, que c'était des mauvais produits, alors que tout le réseau était là normalement pour porter le site et la nouvelle stratégie. Et donc, si ce point-là a été raté, presque même avant le sujet technique, le sujet de l'incentive et du partage de la valeur, on va dans le mur. C'est pour ça que ce côté lead with direct, qui partait d'une bonne intention, certains l'ont très mal reçu, l'ont tellement mal pris, parce que ça allait au détriment de… C'était lead with direct contre le wholesale. Donc, effectivement, dans la construction de ce genre de stratégie de transformation, je pense qu'il faut vraiment avoir cette approche omnichannel et avoir tout le monde pris en compte et respecté dans la rémunération, dans le soutien, pour que tout le monde joue le jeu, parce que ça crée cette frustration, ce décalage, et effectivement, on crée nos propres ennemis en interne, quoi. Mais tu sais, moi, juste pour ajouter un truc là sur le partage de la valeur, moi, mon sentiment aussi, c'est qu'en fait, dans toutes ces problématiques d'omnicanal, en fait, on continue de mesurer le partage de la valeur sur la vente, en fait, générée par les différents canaux. Alors après, il y a des solutions qu'on essaye de mettre en place, et tu viens d'en parler, Franck, qui permettent de limiter le fait qu'un agent lutte contre une vente e-commerce, etc., etc. Mais ça me fait toujours penser, là j'ouvre un truc, mais c'est parce que j'y pense sans avoir de solution à chaque fois sur ce sujet, mais ce serait de se dire, en fait, le partage de la valeur, on arrête de le faire sur, de commissionner sur de la vente sonnante et trébuchante, mais partons plutôt de la satisfaction du client, qui ne va pas nécessairement se mesurer, tu vois, quelque part d'un autre KPI de mesure qui intègre en fait les différents points de contact et qui n'est pas nécessairement où va se finaliser la vente. Ce truc-là, il n'existe pas. Enfin, moi, je ne sais pas l'inventer. Mais je me dis à chaque fois, si en fait, en plus, on remettait le custo quand même au centre de toutes nos préoccupations et qu'on sortait en fait de cette logique de où s'est concrétisée la vente, on arriverait peut-être un peu plus à faire communiquer tous ces différents canaux qui finalement coexistent, mais qu'on continue de traiter comme des canaux, alors qu'ils ne sont ni plus ni moins que contributeurs de l'expérience client au fur et à mesure du parcours. Tu vois. À la fin, ça se finalise quelque part. OK, très bien. Candice, une chose qu'on avait pu voir, qu'on a vu quelques fois, qu'on était en train de mettre en place avec Vincent, je sais pas, je pense pas que ce soit allé au bout, c'était justement lié à cette logique de remettre le client au centre. Et en fait, on ne parlait plus du dernier kilomètre, en fait, du dernier point de contact, mais du client. Et en fait, le client, il habite quelque part, il est lié à une zone de chalandise. Cette zone de chalandise, elle est sur un magasin, que ce soit un affilié, un wholesaler, un magasin, de la succursale. Et au final, ce qui était fait, c'est que le chiffre d'affaires que tu fais sur Internet, en fait, il est rattaché au client,
le client est rattaché à sa zone et au final, il n'y a plus de chiffre d'affaires sur le canal Internet. Il n'existe pas, mais il est directement rattaché aux équipes de vente locales, qu'elles soient internes ou externes. Et ça permet de tuer toutes les barrières et de maximiser. Parce que chacun va essayer d'aller vendre au client derrière en se disant que ça vienne de n'importe quel canal, ce sera du chiffre pour moi parce que j'ai cultivé mon client sur ma zone. Juste là-dessus, Fred, ça a fonctionné. Tu vois, là, j'ai le cas chez un autre client où je suis sur les problématiques. Mais par contre, sur le wholesale, c'est plus compliqué. Parce que la base de données client, le client, tu ne l'as pas dans le wholesale. Tu vois, nous, ça a fonctionné dans un modèle retail où on travaillait sur un magasin de rattachement du client et le chiffre d'affaires, peu importe le canal. Mais dans un contexte. Et là, j'ai le cas en ce moment sur la mission où je suis, où il y a du wholesale et c'est complexe. On boucle la boucle parce que ces deux commentaires, ils nécessitent d'avoir un système carrément. data, pour le coup seamless, omnichannel, parce qu'il faut que ce soit la satisfaction client, il faut pouvoir la tracer et la monitorer et la quantifier, éventuellement même au niveau d'une région ou d'une ville, pour savoir si les mecs en charge de cette région ou de cette ville font le bon boulot. Et de la même manière, la rémunération, quel que soit le point de contact, et là où il faut pouvoir effectivement cartographier. Juste là-dessus, un système informatique, c'est absolument. On est là. Moi, j'ai soutenu ça mardi. C'est marrant, exactement sur ce sujet-là, dans un contexte retail wholesale. Et le cas, c'était en effet, c'est de leur dire il va falloir avoir une vision. Il y a un outil client à mettre pour faire le job et être capable de le faire, parce qu'aujourd'hui, vous avez siloté vos bases et à partir de vous avez des bases silotées entre le web et le retail et c'est mort. Donc, c'était le premier sujet. Et après, sur le parti wholesale, l'idée, c'est de leur dire mettez en avant, proposez click and collect, même dans les multimarques ou les corners où vous êtes distribué. On a pris l'exemple d'une marque de casserole qui s'appelle Christelle, mais c'était assez sympa, qui met en fait des points relais de leur multistore je sais plus, ils ont brandé le truc, ça s'appelle Christelle. Je ne sais plus le concept, mais ils ont mis un concept marketing derrière à ces points de distribution, en fait, à ces points relais, mais qui sont brandés au nom de la marque. Et au moins, en disant, voilà, c'est un point de vente qui distribue notre marque, dans lequel vous aurez du conseil, vous pouvez passer, etc. Et le modèle est intéressant. Mais par contre, le client, le rattachement client est plus compliqué parce que tu ne l'as pas. Mais c'est des sujets sympas, c'est clair. Mais je suis d'accord avec Candice, trouver l'idée, elle serait top. La base de ça, je pense, c'est si je devais réorganiser une équipe de marque, appelons ça comme ça. Déjà, le point de départ, je pense, c'est de ne pas avoir une direction wholesale, une direction retail, c'est d'avoir un directeur du trading, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un directeur de la marque. Et après, tu puisses avoir éventuellement en dessous ces 4 réseaux, les magasins physiques, le wholesale, les e-tailers, le site internet, mais sous le même chapeau, de manière à ne pas créer cette guerre interne, ce kingdom in the kingdom, et qui est à la tête quelqu'un qui pense marque et qui pense consommateur avant de penser mon réseau de distribution. La seule limite de ça, c'est que tu te déplaces le sujet, tu recrées des baronnies, mais à l'intérieur d'une direction, parce que normalement, ce serait le rôle aussi du directeur général d'éviter qu'il y ait une guerre entre le directeur retail et le directeur wholesale. Et effectivement, peut-être que construire une équipe, mais sur un axe différent, sur des axes régionaux, tout canaux, où c'est peut-être justement, comme le disait Candice, ça permet d'effacer, on va dire, cette dichotomie qui fait du mal à tout le monde, en fait. Alors, on l'avait fait avec la création de ces hubs. Les ouvertures des hubs, c'était exactement l'idée, c'est d'avoir tout le monde sous le même toit, de manière vraiment très, très concrète, avec un country manager, un directeur de pays en charge des magasins, du chiffre du site internet et de ses wholesale. Mais ce n'était pas forcément répliqué en amont au niveau du site, parce qu'il y avait des silos. Donc, le mec avait trop d'interlocuteurs qui avaient des intérêts parfois différents, voire ambivalents. Mais c'était ça l'idée, effectivement. Et tu n'avais pas les mêmes guerres sur les stocks aussi entre tes différents canaux? Une autre illustration d'un problème d'avoir un système informatique pas adapté, c'est que le silo que tu crées avec tes équipes et avec tes canaux de distribution, il était créé aussi en amont avec la gestion de tes stocks. Alors, on avait quand même la chance d'avoir un entrepôt où tous les stocks étaient, mais je sais qu'il y a des marques qui ont carrément des entrepôts différents pour le retail et le wholesale. Et là, on multiplie et les ruptures et les surstocks. Exactement. Okay. Donc voilà ma petite aventure de transformation digitale, wholesale, digital retail, avec les impacts humains, très importants à prendre en compte, on vient d'en parler, des impacts financiers, en général plutôt positifs,
Super intéressant. Et encore une fois, j'aurais à le refaire. Ouais, il y a des choses que je ferais différemment, mais fort de cette expérience. Je repose une petite question. Tout à l'heure, tu as expliqué que vous aviez recruté une trentaine de personnes et que vous aviez transféré beaucoup de personnes du wholesale au retail et puis du call center B2B au call center B2C. Notamment, ouais. Comment tu l'as accompagné ça en montée en expertise? Parce que je pense que faire du wholesale et faire du retail, notamment, encore sur la partie customer, tu vois, j'y arrive intellectuellement, mais tu l'as accompagné spécifiquement? Alors, quand je dis transfert, c'est pas forcément des gens qui faisaient un job et qui sont allés sur un autre job. C'est des jobs qui ont été annulés ou qui n'ont pas été remplacés Okay. Et qui ont été remplacés par des nouvelles expertises. Il y a eu beaucoup de transferts un pour un du customer service parce que là, il y a une compétence technique qui est relativement proche. Bien sûr, après, il y a une formation, des outils un peu différents, mais il y a beaucoup de gens qui faisaient du customer service B2B qui ont fait du customer service B2C. Il y a eu quelques coordinateurs, assistants marketing qui faisaient du marketing plutôt événementiel qui sont passés sur de la coordination digitale. Donc, formation, accompagnement sur la base des nouveaux managers. Mais il y a eu aussi beaucoup de recrutement de nouvelles personnes qui sont venues avec leur expertise et qu'on a transféré en termes de budget, mais pas forcément en termes de personnes. Okay. Ouais. En revanche, dans les pays, quand on a ouvert des magasins et des nouveaux bureaux, là, ça a été 100% nouveau. 100% nouvelles personnes, nouvelles équipes. On a créé les filiales, ouvert les magasins. Enfin, on est parti d'une page blanche. C'est pour ça que là, on avait pu mettre en place justement une équipe vraiment omnichannel avec cette logique de ne pas penser par canal de distribution, mais penser à activité de la marque. Ok, merci beaucoup Franck. Pas de rien. Merci. Ça vous aura inspiré. Je pense que le secteur d'activité dans lequel ça s'est passé, ça rend le truc un peu plus ludique. Ouais. Encore une fois, je pense que les problématiques sont valables enfin, vous en témoignez là, beaucoup de secteurs d'activité. Effectivement, on les retrouve. Alors, plus tu es vers de l'industriel, plus les entreprises ont l'habitude de penser au SI avant d'y aller. Plus tu es dans le commerce, plus on a envie d'y aller et on réfléchit après. Donc, on voit le curseur. Mais effectivement, c'est les choses du moment. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, des projets qui rebondissent beaucoup maintenant, qui se déclenchent même plus vite que ce que les entreprises auraient voulu, ce qui donne un pic d'activité post-Covid. On est clairement dans ces sujets-là. Tout le monde s'est fait peur sur ces fameux silos entre le retail, le wholesale et surtout avec le web. Aujourd'hui, on est vraiment sollicité. C'est sur ces sujets-là qu'on nous appelle le plus souvent. Ça ne m'étonne pas. Et je pense que c'est pour ça que la thématique de l'entretien aujourd'hui a résonné dès le début. Je dois dire que pour Burton, pour prendre cet exemple-là, heureusement qu'ils ont initié et qu'on a pu en Europe exécuter ce plan-là avec la crise du Covid, parce que je pense que déjà que la marque avait du mal il y a 5-6 ans, s'il n'y avait pas eu ces outils mis en place, et notamment un site internet, bon, les marques qui ne l'ont pas fait ont vraiment des soucis à se faire, avec la fermeture des magasins pendant 3-4 mois partout en Europe et le transfert de trafic. Ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment, il y a danger. Et cette vision, elle est venue des fondateurs là en 2015 ou elle est venue Non, elle n'est pas du tout venue des fondateurs. Jack et Donna Burton étaient plutôt sceptiques parce qu'ils n'avaient pas du tout en tête ce modèle retail. Ils ont, je pense d'ailleurs, manqué de vision pour le coup. Quelqu'un qui était très visionnaire, qui a créé une marque et des produits et un sport. C'est souvent marque et produit, ouais. C'est ça. Il a raté vraiment ce coche-là. Il n'a pas du tout anticipé cette transformation. Et s'ils avaient investi au moment où ça crachait vraiment beaucoup et au moment où ils auraient pu prendre de l'avance en tant que leader, ça se serait mieux passé. Ça aurait été plus facile, plus rapide. Mais non, ils l'ont pas vu. Donc, ce n'est pas venu des fondateurs. C'est venu d'un remplacement d'équipe dirigeante, du 109 qui est arrivé aussi bien aux États-Unis qu'en interne. Ils ont initié ça et puis la réalité des performances, la réalité de ce que faisait la concurrence, la réalité de la concentration de la distribution. Ils disaient, si on ne le fait pas nous-mêmes, il n'y aura plus personne, quoi. Donc, mais non, les fondateurs, Jack Burton n'était plus en poste et Donna a fait confiance à ses équipes pour initier cette transformation. Merci beaucoup, Franck.
Pas de rien. Merci. Ça vous aura inspiré. Je pense que le secteur d'activité dans lequel ça s'est passé, ça rend le truc un peu plus ludique. Ouais. Encore une fois, je pense que les problématiques sont valables enfin, vous en témoignez là, beaucoup de secteurs d'activité. Donc, si vous avez quelques questions, commentaires, idées, n'hésitez pas, à votre disposition avec grand plaisir. Super. Bonne soirée, merci à tous. Merci. Merci Merci beaucoup. Franck. Merci, Franck. Bonne soirée à À tous. bientôt. À bientôt.